C'est ce qui a permis de créer ce qu'on appelle la communication. Donc vous voyez, on est parti de l'information, d'abord de la donnée, ensuite de l'information, ensuite de sa capacité à transformer, hein, et notamment à notre capacité de prédire qui, à ce moment-là, compare des états. Et là, vous voyez, c'est ce qui a donné, c'est Shannon. Hein. Je suis un émetteur, je code, j'envoie, il y a un peu de bruit. Là, on entend quelque chose, mais ce n'est pas grave, on arrive à se concentrer. Le bruit, on le décode quand même. Je suis récepteur, c'est un flux linéaire, c'est entre deux personnes, voire nous, etc. Je peux regarder, je vous demande si vous avez une question, etc. Je peux corriger. Je suis limité en quantité, mais je suis là pour vérifier. Donc je peux vérifier si ce qu'on se dit, c'est OK ou pas. Et donc à la fin, j'imprime cette information au niveau de la mémoire interne. Vous allez avoir un feedback. Si je gère beaucoup d'émotions, vous allez vous en rappeler. Si je fais beaucoup de storytelling, ça va encore plus s'ancrer parce que c'est très émotionnel. Si par contre, je reste dans le pur didactique avec des faits, vous allez vite oublier. Je vous mets 25 dates ici, après la 5e, poubelle. Donc il va falloir vraiment essayer de capturer, de mettre cette information au goût du jour. Et donc l'émetteur recommence jusqu'à ce que, on est d'accord, on est d'accord. Bon, très bien. Et à ce moment-là, on est en phase, on peut continuer. Et là, vous voyez, ça, c'est ce qui a construit pendant 1 million d'années quasiment, d'accord. Alors langage un peu avant, un peu plus tard, mais notre système, on va dire, structurel, a été construit sur la famille, l'école et l'entreprise, c'est-à-dire enseigner dans le groupe et enfin exploiter les connaissances de manière à faire finalement du capital. On a construit notre société sur ces 3 piliers. Et aujourd'hui, ces 3 piliers, ils sont totalement disruptés par rapport au processus du langage. Donc, on est probablement dans un stade que nous, on a appelé l'infotropie, c'est-à-dire que l'information, d'accord, devient infotropique, c'est-à-dire qu'elle crée du désordre, quand le code se fissure, quand le langage lui-même se fissure, quand il n'a plus cette capacité de structurer la société, il devient pour la société, on va dire, disharmonique, donc infotropique. Donc l'information, à ce moment-là, elle ne réduit plus l'incertitude, au contraire, elle l'augmente. Et quelle est la conséquence quand un cerveau projette et ne reconnaît pas? Il va générer ce qu'on appelle du cortisol. Le cortisol va devenir anxiété et l'anxiété va devenir chronique. Et la chronicité amène la dépression. Et donc vous avez aujourd'hui de plus en plus d'enfants qui sont anxieux, qui sont déprimés, d'accord? Non pas très probablement parce qu'ils ont des problèmes, mais très probablement parce qu'ils n'ont plus le code, ça va trop vite, c'est trop lourd, il y a trop de choses qui sont demandées et on n'arrive pas à focaliser les émotions sur le processus de « je ne suis pas en maîtrise de projeter l'information qui vient cadrer avec ce qu'on m'envoie ». C'est trop lourd. Et la biologie fait partie de ce problème puisque c'est trop lourd et lexical, c'est trop lourd en termes de contenu, c'est trop lourd en termes d'image. Vous dites mitochondrie, il va falloir la rattacher à plein de choses, ce n'est pas juste un mot, il y a tellement de concepts derrière. D'accord, que ça soit en physique, même quantique, puisqu'il y a vraiment des processus de transfert d'électrons derrière, c'est d'une complexité incroyable. Donc, il y a surcharge. Et la surcharge de données gonfle artificiellement le signal jusqu'à le rendre illisible. On n'a jamais été aussi proche d'avoir accès à quasiment tout ce qu'on veut. Très bien. Mais il faut trier. Si on ne sait pas, quoi choisir? Bon, rassurez-vous, on va choisir pour vous. Hop, un algorithme auto-centré, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ça. Et je vais me spécialiser dans le transfert de ce qui vous fait plaisir. Si vous avez Instagram, regardez tout ce qu'on vous envoie tous les jours. Allez voir une fois un chien, vous allez voir que pendant 3 semaines, vous allez recevoir que des trucs de chiens. Oui. Moi, j'ai remarqué que pour les adolescents, c'est beaucoup d'informations très violentes. Oui. C'est énorme. Oui, alors ça, on en parlera après. De manière, c'est l'émotion et la violence fait partie des éléments primaires qui marquent le plus et qui sont les plus rapides dans le code. Oui, alors bien sûr. C'est pour ça que c'est dangereux. Si on ne fait plus le job en tant que parent ou à l'école, on laisse partir cette dérive. Si de l'autre côté, on utilise des outils pour le faire, qui eux, dont le but est de vous vendre ce qu'ils veulent. Et ils vous le vendent de quelle manière? Par l'impression d'une émotion forte. Parce que ça marche. Si je vous dis 11 septembre 2001, tout le monde dit « Ah, j'étais là ». Ok, c'est violent. Et ça reste. Il y a des moments comme ça qui marquent, hein, notamment l'accouchement en général. C'est un moment où on se souvient toute sa vie. Ma mère est là, elle peut en témoigner. Donc on a une perte de structure du langage. Le langage se fragmente et perd sa fonction d'ordre et de clarté. Okay, et vous savez ce qui est terrible, chez les jeunes parfois aussi, mais chez nous aussi, c'est l'impatience du langage. Qui a encore envie de lire un texte lent, lourd, compliqué? Si on peut l'éviter, maintenant le pire c'est on envoie dans ChatGPT, résume-moi.
mais tout ce qu'on perd, parce que finalement, c'est d'arpenter le texte, de faire son chemin, de le mesurer étape par étape, mot par mot, qui vient imprimer dans le cerveau une imagerie, ce qu'on appelle l'image acoustique. On subvocalise, quand on lit, on s'entend parler, le son devient image, et on construit un film. Et c'est ce film qui va imprimer de manière profonde les émotions qui sont à l'intérieur, ensuite traitées, d'une manière à ce que nous ayons progressivement connaissance de ce que nous sommes en train de lire. Donc on appréhende. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de lecture chez les jeunes, tout de suite, qui finalement sont mécaniques. On leur demande de lire, qu'est-ce que tu as lu ? Je sais pas. On a appris à lire le code, mais on n'a pas appris à décoder. C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'impression qui s'opère. Pourquoi ? Trop lent. Trop long, trop lourd. Oui. Vous dites que c'est non seulement une surcharge d'informations, mais aussi une perte de la capacité de les trier. Oui. Elle vient d'où cette perte ? Comment ça se fait qu'avec le temps, on a perdu cette capacité de pouvoir trier d'informations ? Bon, je te donne un exemple de mon âge vénérable. Quand j'avais ton âge, puis j'allais à l'université, je devais travailler sur des livres en général, et j'allais à la bibliothèque. Je prenais le train, j'allais à la bibliothèque. Alors l'avantage, c'est que ce lieu était sacré. Tout ce qu'il y avait dedans, je pouvais compter dessus, je savais que ça avait été validé scientifiquement et si je l'utilisais, je n'étais pas hors sujet. Aujourd'hui, tu vas chercher sur le net, tu ne sais pas. Même les sources de ChatGPT sont souvent inventées, donc c'est difficile. Mais moi, j'allais là-bas. Qu'est-ce que je faisais ? À l'époque, je n'avais même pas un computer, je devais aller chercher des fiches et regarder quels éléments étaient traités pour le sujet que je cherchais. Imagine, tu fais un travail de Mathieu maintenant, je devais aller chercher, passer 3-4 jours, aller regarder dans des fichettes pour voir. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? La lenteur du processus m'apprenait la méthode de tri. Okay ? Et je synchronisais, je développais une aire de mon cerveau à chercher les informations de manière synthétique. Et une fois que je les avais notées, je faisais la synthèse de ces éléments et je construisais probablement ma thèse. Ce chemin-là, 3 jours, qu'est-ce que je faisais ? Je lisais un bout d'article, un autre bout, un bout, etc. Et donc je composais en effet puzzle, un patchwork, plein d'informations. Et j'apprenais pas qu'une chose, plein de choses qui n'avaient pas forcément lieu sur le texte et que je conservais pour plus tard, parce que, etc. C'est cette lenteur-là qui me garantissait de développer la méthode de recherche et donc, à quelque part aussi, c'est ce qui permettait de structurer cet algorithme de recherche. Plus je l'ai entraîné, plus j'étais rapide. Plus je savais où aller trouver l'information, où aller la chercher. Donc à la fin de l'Uni, par rapport au premier jour, quand tu vois les étudiants qui arrivent, qui cherchent leur truc, tu sais, le livre est là, le machin, le truc, etc. Tu prends les bouquins, tu es hyper rapide, tu es entraîné. Aujourd'hui, pour moi, ChatGPT, c'est une bénédiction. Parce que ça, cette méthode, je l'applique à lui, je la croise, on croise différentes données, plusieurs éléments, je fais des ressources, je vais sur Google Scholar, je vais sur les systèmes universitaires, je cherche des informations, je vois la véracité, je gagne en une semaine de travail en un jour. Mais si tu n'as pas ça, il te reste, je crois à ça, je copie, je ne sais pas, je vois, donc ça devient une incertitude. Tu te donnes l'illusion, tu fais ton travail de Mathieu, puis quand tu le rends, tu dis, ah, la petite angoisse, et si tout ce que j'ai écrit c'était faux ? Et il y a une grande probabilité que c'est le cas, une bonne partie. Là, c'est angoissant. Et tu perds ce moment de dire, j'ai fait un job, je sais, j'ai fait le meilleur, et je sais que c'est structuré, parce que les données sont authentifiées. Et c'est ça qu'on est en train de perdre aussi, dans ce concept. Oui. Par contre, on développe la naïveté. Oui. Si on n'est plus capable d'être critique. Oui, oui, c'est utile, n'est-ce pas? Il me semble qu'il y a de plus en plus de naïfs. Oui, tout à fait. Certains langues qui pouvaient un certain pays. Oui, par exemple. La naïveté, vous savez, l'inventeur en littérature de la naïveté, c'est Voltaire. Donc, quand il a écrit Candide, c'est vraiment ça. C'est Candide, c'est un personnage naïf. L'ingénu, c'est autre conte, c'est naïf. C'est les meilleurs personnages qui représentent la stupidité humaine, d'une certaine manière, mais aussi à qui on peut faire n'importe quoi et croire n'importe quoi. Et c'est un petit peu progressivement ce qu'on est en train de faire. On devient Candide, pour ne pas dire naïf, probablement. Par contre, il y a moins de souffrance. Le naïf, il ne va pas se rendre compte. Oui. D'où l'idée du salaire universel. Là, on aura atteint le maximum. Parce que vous êtes naïf et en même temps, vous donnez à manger, donc c'est sympa. Mais ça peut être un moyen de défense, d'être naïf, parce que oui. on ne souffre pas de ce qu'on ne fait pas. Tout à fait, exactement. Et l'ignorance, c'est un élément intéressant. Par contre, on perd tout ce que l'IA aujourd'hui va nous demander de faire. Parce que si des fonctions peuvent être accomplies par une intelligence naïve, je vous garantis que l'IA sera très rapidement capable de le faire à votre place. Oui. Dernière question. Du coup, ça veut dire que si on était capable de prendre l'information qu'il y a sur Internet oui. et de la nettoyer, oui. est-ce qu'on reviendrait à cette oui. phase de structure? Oui, mais là, vous voyez, c'est Jésus-Christ qui revient. Parce qu'il faudrait que
tout le monde entier soit d'accord, notamment les universités, de mettre en relation dans une banque mondiale centralisée qui nourrit l'IA, et vous avez une société qui passe d'un cran extraordinaire et stratosphérique. Et c'est pas ce qu'ils ont fait avec, ou essayé de faire avec Apertus? Non, je pense pas, non. Parce qu'en fait, si on veut, c'est pas... Si vous voulez, le MIT, je doute qu'ils veulent mettre leurs documents en ligne, parce qu'ils en font un business. Aujourd'hui, vous vendez votre savoir. Il est protégé par un code d'auteur. Il faudrait que vous acceptiez de payer. Aujourd'hui, Internet est gratuit. Il faudrait prendre des abonnements à 1500, 2000 francs minimum par mois. Vous voyez, c'est le problématique, c'est que c'est le savoir qu'on a acquis. Aujourd'hui, on en vit, on le vend. Et ça, il faudrait qu'on ait, c'est pour ça que je dis Jésus est le retour, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous d'accord, qu'on mette tout gratuitement parce que c'est pour le bien de l'humanité. C'est le défi. Mais techniquement parlant, oui, je pense que vous avez raison, c'est que si on mettait vraiment tout aujourd'hui, tout ce qui est authentifié, centralisé, qui a de la valeur à la disposition de l'humanité dans une machine en capacité d'être interrogée par un humain qui peut s'en nourrir, on est à un stade d'évolution sur la société qui fait un immense bond en avant. Immense. C'est dangereux aussi. Parce qu'on peut s'en servir bien comme mal. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est tout le problème de l'éthique. Hein. Mais l'école, la même chose. Hein. Il y a des gens qui vont finir bien, d'autres mal. Voilà, on a des choix. Hein. Ça, c'est la liberté de fonction. Mais après, c'est de savoir quel est le rôle de la politique. Est-ce que c'est de développer l'humain ou bien est-ce que c'est de le maintenir dans un système? C'est un autre sujet. Donc, perte de maîtrise, l'impression laissée ne se contrôle plus et échappe à toute cohérence. Et puis enfin, la diminution de la logique qu'on peut voir aujourd'hui, puisqu'on est en train progressivement de diminuer les capacités d'analyse, en fait. Alors, ce n'est pas tellement les capacités d'analyse. Je veux dire, c'est l'entraînement de la capacité d'analyse, donc la vitesse avec laquelle vous pouvez analyser. C'est lent. Bon, des fois, je les provoque en classe quand je donne des cours avec des élèves, je les appelle les cerveaux lents, ils sont gentils, d'accord? Mais ce n'est pas méchant, mais c'est lent. C'est lent. C'est analytiquement correct, mais c'est lent. Beaucoup trop lent pour aller à l'EPFL. Pas possible. Là-bas, on va vous demander la vitesse. Hein. Les examens de première année, on les fait passer. Comment? C'est la vitesse de calcul. Quelle vitesse ils peuvent aller jusqu'à quelle partie du... Et puis on va choisir les meilleurs, puis ceux qui ne sont pas, mais n'ont pas la moyenne. C'est la vitesse. Et donc aujourd'hui, notre capacité d'analyse de lenteur est un problème pour les jeunes. Très probablement. Donc on a ce cycle qui est complètement perturbé. Et donc vous allez avoir une information que le web envoie. Donc typiquement, vous avez un site web, vous envoyez l'information. L'émission et la réception, vous ne savez pas comment ça va se passer. Typiquement, vous avez un site web, vous avez un hôtel, vous mettez une information. Allez voir les commentaires sur TripAdvisor sur votre hôtel et vous verrez que vous ne maîtrisez plus la communication du tout. Okay. Et ça a été le sale coup de Google pour les sociétés d'avoir des avis de l'extérieur sur vous, sans filtre, sans vous autoriser à dire, et la seule façon que vous avez, c'est de vous justifier par un commentaire. Le mal est fait. Vous pouvez faire le commentaire que vous voulez. Lorsqu'une information négative arrive dans le cerveau de quelqu'un, le mal est fait. Surtout, il vous montrera après que l'information fausse et qui tape bien est légèrement privilégiée dans la captation en disant « Ah, c'est vrai ». Lui, il justifie, c'est qu'il a quelque chose. Hein. Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est réflexe. Donc ça a été un problème qui a déjà généré beaucoup de stress. Alors, ce que j'apprécie, par exemple, c'est intéressant en Asie, c'est que quand vous allez dans un taxi, j'ai vu les taximans vous mettre des notes. Donc, ils ont le droit. Et à ce moment-là, si vous êtes tellement critique et puant, comme tous les services de taxi auront votre résultat, ils ne vous prennent plus. Donc, vous cherchez un taxi, ils ne vous prennent plus. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est à double tranchant. Mais c'est à bon équilibre. Donc, il y a des niveaux de bruit et la modification des niveaux se fait par tellement d'enchaînements par d'autres personnes, etc. C'est que le bruit est amplifié. Il est amplifié par des variances émotionnelles. Like, don't like. Hein. Même pour vous simplifier, pour que vous ayez envie d'exprimer ce que vous pensez, on vous a mis des émoticônes. Avant, on écrivait « Ah, c'est nul ». Non, maintenant, c'est « Oh » avec un petit émoticône. Le temps qu'on met pour choisir l'émoticône, je veux dire, c'est le même que pour écrire. Et l'hyperconnexion, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes connecté que pas par le téléphone, partout. L'ordi, la montre, la domotique, etc. Donc, ces niveaux-là ne sont plus identifiés. Le récepteur, lui, son impression, il ne sait pas. Donc, lorsqu'il envoie une information, il ne sait pas quelle impression il va vous faire. Il n'a aucune idée. Il ne maîtrise plus. Donc, l'IA infotropique qui arrive aujourd'hui, c'est l'idée que l'IA est facilitatrice et que depuis une trentaine d'années, on a développé ce qu'on appelle une prothèse virtuelle digitale
qui s'est implantée sans que vous vous en rendiez compte. C'est qu'elle a remplacé des processus qu'on a mis des milliers d'années à développer et qui se sont sous-entraînés. On vous montrera après comment, finalement, en sous-entraînant, petit à petit, on commence à les oublier. Et on peut voir, très probablement, vous pouvez faire l'expérience, en utilisant, et si vous utilisez ChatGPT aujourd'hui, un jour sans ChatGPT pour votre travail. Et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir, pour ceux qui l'utilisent, plus lent. Okay. Deuxièmement, vous allez devoir écrire des lettres sans passer par ChatGPT où je lui envoie 5 idées, voilà machin truc et c'est fait. Vous allez devoir la réécrire et vous verrez que la vitesse d'écriture a déjà beaucoup diminué. Que les réflexes sont toujours là, hein, on sait écrire, mais c'est plus lent, c'est moins riche, on a perdu des mots, c'est déjà pour nous qui avons été entraînés le cas. Imaginez les enfants qui naissent avec ça. Singapour a donné accès à tous les enfants à l'école. C'est une grande révolution dans l'éducation singapourienne. Ils ont donné accès à ChatGPT. The must, c'est le top niveau. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, et on en parlera après, c'est à quel stade, comment, oui, ça s'intègre, mais il y a quand même des précautions, il y a un devoir de précaution à mettre en place, ce n'est pas le cas. Donc c'est réduire l'utilité du code informationnel, hein, elle est facilitatrice, et si elle est facilitatrice, le code, pourquoi je m'embarrasse de l'apprendre, puisqu'il y a un décodeur qui fonctionne pour moi. Donc, on a les facilitateurs, la productivité et les compétences, on voit les premiers effets positifs de l'IA. Avec ChatGPT, on n'en voit que les effets positifs pour le moment, c'est facile, ça facilite. Ensuite, la qualité des contenus. Il faut faire attention parce qu'une grosse partie, surtout si vous faites de la recherche, et ça on travaille ensemble des fois, il me regarde, il dit « T'as utilisé ChatGPT ?» Je dis « Oui, je confesse, mais j'ai pris la version Thinking. » Non mais bon, ok, ça m'arrive. Et là il me dit « Tes références sont bidons. » Ça fait mal. Et là je regarde, je dis « Ouais, j'avoue, j'étais un peu pressé. Oui, alors fais pas. C'est pas utile. » Bien. Donc, l'utilisateur a une confiance excessive en l'absence de signaux d'incertitude claire. Donc, à un moment donné, on commence à faire confiance sur des choses qui sont des hallucinations, puis on se dit « Ouais, je prends quel risque ?» Parce que finalement, si c'est ChatGPT, c'est autorisé. Donc, si c'était tout faux, on ne le laisserait pas. Il y a quand même des protecteurs dans ce monde. Hein, et on ne laisserait pas des trucs toxiques à la société. Hein. Détrompez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait réellement, à part ceux qui ont construit ces outils et surtout qui connaissent bien leurs limites, qui savent ce que ChatGPT est capable de faire, franchement. C'est-à-dire pas grand-chose d'intelligent. L'authenticité, la factualité, hein, les faux contenus, les fake news, hein, tout ça, vous voyez, je rappelle, hein, je vous ai parlé du code, de l'information, et je vous ai dit à quel point ce code permettait de réduire l'incertitude. Vous voyez que si on commence à perdre ce code, on va perdre cette capacité de réduire l'incertitude. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va l'augmenter. Le problème, c'est que pour se rassurer, on va de plus en plus faire confiance à ça, puisqu'on est de moins en moins capable, pas par naïveté, mais aussi par esprit critique, de se dire ça vaut peut-être la peine de ne pas y faire, de ne pas le faire. Mais est-ce que j'ai d'autres choix? Non. Donc je le prends. Okay. Et donc, à un moment donné, et vous verrez, c'est facile de croire ce qui est faux parce que le cerveau a un autre problème. Il adore faire des économies. Donc, dès que c'est trop énergivore, il préférera s'illusionner, même si c'est faux, que ça, c'est quand même mieux. Parce que ça demande moins d'énergie. Il fait des économies. Et c'est là où il faut avoir l'esprit critique pour dire « Non, je fais le job ». C'est quand vous faites de la course à pied, que vous êtes à 20 km, puis que vous commencez à sentir les batteries qui descendent, c'est là où vous dites, c'est le mental qui prend le relais, je le fais. Et puis après, vous avez le second souffle qui vient, puis ça repart. Mais si vous ne le faites pas, vous partez. D'accord? C'est la même chose. Hein. Et l'accès à l'apprentissage, hein, les effets sont mitigés en éducation, parce que finalement, on dit, oui, mais il y a des risques de contre-performance, notamment sur les étudiants. C'est facilitateur, mais en quoi ça augmente? C'est la première question. Un pédagogue qui met l'outil ChatGPT ou n'importe quel autre LLM dans la main d'un enfant, en quoi ça va l'augmenter? S'il n'y a rien, ça ne sert à rien. Je lui fais gagner du temps, mais j'en fais quoi de ce temps gagné? C'est là où la pédagogie du futur devient intéressante. Il va falloir inventer des moyens de remplir le temps gagné. C'est ça où l'entreprise va avoir des intérêts, c'est de dire tout ce que je gagne en temps pour mon personnel, je ne le fous pas dehors, j'augmente ma productivité. Je fais quoi? Je les forme ou je les déforme, mais je les transforme en quelque chose, en quelqu'un de différent. Et donc, je vais miser sur
temps gagné égale augmentation. Et c'est cette partie-là qui va faire la différence. Je vais augmenter ce que l'IA me permet de faciliter. Et ça, c'est la neuro-responsabilité. On va devoir entrer dans cette sphère-là aujourd'hui, de mesurer tout ce qu'on a gagné comme temps et tout ce qu'on va pouvoir gagner en inventivité, en créativité, parce que c'est ce qui va nous différencier. Concrètement, tout le monde aura accès aux mêmes outils, au même format, aux mêmes bases. C'est la capacité d'en transformer ces bases en quelque chose de nouveau qui va faire que nous serons compétitifs.